Bonjour à tous, bienvenue dans cette 42e émission du journal débridé. Aujourd'hui, nous sommes à Shaoxing, dans la province du Zhejiang, à 200 km au sud-ouest de Shanghai. Allez, je vous emmène faire un petit tour. Venise n'a qu'à bien se tenir. C'est une ville bien connue des cuisiniers, car c'est d'ici que provient le vin jaune de Shaoxing. Vin jaune. Ingrédient indispensable à bon nombre de recettes de plats chinois. La plus connue, c'est celle du poulet ivre de Shaoxing, Shaoxing Zuiji. Ivre, car la viande est marinée longtemps dans du vin jaune. À consommer pourtant sans modération. Et je le prouve! Cette petite ville de Shaoxing, enfin petite, peuplée quand même de 5 millions d'habitants, a une longue histoire et a vu naître quantité de légendes et de personnages historiques. Parmi eux, Lu Xun, l'un des plus grands écrivains modernes chinois. Il est né à Shaoxing en 1881 et a révolutionné la littérature chinoise. En ce sens, on peut tout à fait comparer sa notoriété et son importance littéraire à celle de Victor Hugo. Venez, on va visiter l'ancienne maison de Lu Xun. Shaoxing, cette petite ville paisible et charmante, remplie d'histoire, vaut bien le détour. J'espère qu'un jour, vous aurez l'occasion de la visiter. Allez, tout de suite les actus. À Shanghai, 12 robots ont été kidnappés par le robot d'un fabricant rival. Les images de vidéosurveillance ont capturé un petit robot entrant dans la salle d'exposition, engageant un dialogue avec les autres robots. Leur demandant s'ils font des heures supplémentaires, le petit robot parvient à persuader les autres de quitter leur emploi et de rentrer à la maison avec lui. Une première du genre. Comme quoi, il n'y a pas d'éthique non plus du côté des robots. Mais cela pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer à la maison pour un robot? Revenir à l'usine où il a été construit? Ou bien est-ce qu'il faudrait aussi construire des logements pour robots? La Chine n'est pas la meilleure dans le classement du football, mais heureusement, il y a les compétitions de Tianzi, aussi beau qu'athlétique. Le principe, c'est de dribbler cette pièce de plastique ou de métal avec des plumes, sans jamais utiliser les mains. On comprend pourquoi les personnes âgées en Chine ont toujours la forme. C'est un sport très complet et tellement gracieux. On connaissait les voitures autonomes, les drones taxis. Maintenant, on vous propose une voiture volante. Le fabricant chinois de EV-XPeng a présenté son véhicule volant modulaire appelé Land Aircraft Carrier. Bon, il s'agit surtout d'un van qui contient un énorme drone qui peut accueillir 2 personnes. Prix de départ, 280 000 US dollars. C'est un peu cher. Les livraisons de cet énorme véhicule sont prévues pour 2026. Notre monde ressemble de plus en plus au 5e élément. Vous ne trouvez pas? Et vous en achèteriez un? Cet artiste crée des pièces uniques de toutes pièces, comme par exemple ce sofa en nouilles géantes. On se croirait dans le film de Tempête de boulettes géantes. Cela lui prend un temps fou, mais quelle patience! Le résultat est unique et ça a l'air très confortable. Il a également créé une chaussure géante sur roue, pratique pour se déplacer sans prendre froid. Je vais m'acheter ça plutôt qu'un scooter. Et ce n'est pas tout, un sofa en pizza, un siège fleur. Ce gars s'inspire de la vie quotidienne pour améliorer notre confort. C'est génial. On dit souvent que les millionnaires ou milliardaires ne savent plus quoi acheter. À voir les Chinois se lever, on pourrait se croire dans une vente Sotheby's. Mais ici, point de peinture, de sculpture ou de reliques, mais des animaux vivants
et pas n'importe lesquels. Des pigeons! Le marché chinois de la vente aux enchères de pigeons est en flèche, avec des millions investis dans les pigeons de course d'élite. C'est l'une des scènes les plus compétitives au monde. C'est une variante des marchés au cricket. En tout cas, la ville de Paris peut devenir très riche en vendant ses pigeons de compétition. Les arrêts de bus de la ville de Chongqing sont étonnants. Sculptures imposées, dolmens ou bien tabourets géants. Ils donnent l'impression d'être un Lilliputien dans la mégalopole. En tout cas, ça change de l'abribus en métal classique. Lequel préférez-vous? Le film Barbie adapté à la mode chinoise, ça donne quoi? La comédie Her Story a suscité un énorme buzz. Les critiques louent la célébration de l'émancipation des femmes. Réalisée par la cinéaste Zhao Yimui et mettant en vedette un casting dominé par les femmes, Her Story raconte l'histoire d'une mère célibataire indépendante qui tente de trouver l'équilibre entre famille et carrière dans la vie de Shanghai. Les spectateurs chinois ont adoré la combinaison de gags hilarants et de commentaires sociaux audacieux du film, ce qui a permis à Her Story d'obtenir une note moyenne record de 9.1 sur la plateforme chinoise Douban, l'équivalent d'Halluciné. Moi, je l'ai vu. Franchement, c'est pas mal du tout. On passe tout de suite à la rubrique sur le bout de la langue. Dans l'émission précédente, nous avons parlé des différents niveaux du HSK. Une petite précision, effectivement, depuis 2021, le HSK est passé d'un système à 6 niveaux à une nouvelle version à 9 niveaux. Mais les 6 niveaux originaux dont je vous ai parlé restent largement utilisés dans les institutions. Pour être plus précis, les 3 niveaux 7, 8, 9 correspondent plutôt à C2+ en Europe. Il s'agit d'un niveau professionnel avec une compréhension fine de textes techniques et académiques. Donc, on n'en est pas encore là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, on va apprendre quelques mots du niveau HSK 5. N'ayez pas peur, vous allez voir, c'est en effet assez simple. Comme la France vient d'avoir un nouveau Premier ministre, je décide de vous apprendre quelques notions sur les titres des dirigeants. Eh oui, dans le journal débridé, on est hyper à jour. Allez, c'est parti. Le Premier ministre se dit en général en chinois Zhongli. Zhong signifie principal, global, général. Li signifie administrer, gérer, diriger. Ce terme évoque donc la personne qui gère globalement. Voilà, le Premier ministre français se dit en chinois Fa Guo Zhongli. Et Zhongguo Zhongli veut dire, bien entendu, le Premier ministre chinois. Et le Premier ministre britannique se dit comment alors? Ingguo Zhongli? Eh non, pour désigner le Premier ministre dans des pays ayant une monarchie constitutionnelle, on doit utiliser un autre mot, Shou Xiang. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Shou signifie premier ou chef. Xiang. Ici, ce caractère se prononce au 4e ton. Xiang signifie ministre, conseiller. Quand on le prononce au premier ton, xiang, c'est dans le sens mutuel, réciproque. Le mot qu'on utilise souvent, c'est hu xiang. Je vous l'accorde, c'est un peu difficile tout ça. Mais bon, vous savez que quand on me dit que le mode et la mode, le poil et la poêle, c'est pas la même chose. J'ai failli me pendre. Bon bref, chaque langue a ses propres difficultés. Revenons à nos moutons. Le mot shou xiang signifie littéralement le chef des ministres. Donc,日本首相, c'est le premier ministre japonais. 荷兰首相, c'est le premier ministre hollandais. 比利时首相, c'est le premier ministre belge. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le mot zhongli possède également un autre sens. Le chancelier ou la chancelière. 德国总理, c'est le chancelier allemand. Maintenant, je vous invite à faire un jeu entre amis sinophones. Choisissez un pays, devinez le premier ministre de ce pays est un zhongli ou shouxiang. Maintenant, parlons des présidents. Pour désigner le chef d'État, on utilise en général le mot zongtong, président. Zong, on vient de le voir. Tong signifie unifié. Le mot zongtong évoque l'idée de chef suprême d'un État. Fa Guo Zongtong veut dire donc le président français. Mei Guo Zongtong, le président américain. En Chine, pour désigner le chef de l'État, on emploie le mot zhu xi. Zhu signifie chef ou principal. Xi signifie siège ou place. Ainsi, zhu xi évoque la personne occupant le siège principal. Ce terme peut aussi désigner le président d'une organisation ou d'un comité, comme dans Hui Yi Zhuxi, président d'une réunion. Le mot président en français possède beaucoup de sens.
De ce fait, le terme en chinois est différent selon la fonction. Par exemple, président d'université se dit 大学校长. Président d'entreprise, 公司总裁. Président de chambre, 法庭庭长. D'accord, ça c'est plutôt du HSK6 et plus. Il y a du level, comme on dit chez les jeunes. Après le président et le premier ministre, je vous apprends un dernier mot bien utile. 部长, ministre. 部 signifie département ou ministère. 长 signifie chef ou responsable. Oui, je sais, normalement ce caractère se prononce 长, signifiant long, longueur. 部长 désigne le chef d'un ministère ou d'un département gouvernemental, comme dans 教育部长, le ministre de l'éducation. 外交部长, ministre des affaires étrangères. 文化部长, ministre de la culture. Voilà, c'est tout pour le vocabulaire haut en couleur. Pour terminer, je vous propose 2 exercices simples du HSK 1 et 2 pour regagner un peu de confiance. Exercice 1. Choisissez l'antonyme approprié. 高兴, content. A, 难过. B, 开心. C, 好看. Alors, vous l'avez? Bien sûr, la réponse est A, 难过. Littéralement, difficile à surpasser. Donc, 难过 veut dire triste, antonyme de content, 高兴. 开心 veut dire aussi content. On l'a déjà appris une fois dans notre émission. Le cœur ouvert, 开心 veut dire heureux, content. 好看 littéralement beau à voir. Donc, 好看 veut dire beau, joli. Exercice 2. Reliez les mots aux mots qui sont leurs opposés. Ça va? C'est facile ça, non? 高, haut, va à 低, bas. 冷, froid, va à 热, chaud. 长, long, va à 短, court. 大, grand, va à 小, petit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Hey, bonjour. Bonjour Tania, comment vas-tu? Ouais, très bien. Bienvenue chez Naduna Case. Merci. Bah, viens avec moi. Ok. Par ici. Bonjour, je m'appelle Zhang Yan. Je viens de la province du Shandong. J'ai appris le français en 2000. Maintenant, je suis fondatrice et CEO de la marque des vêtements pour enfants Naduna Case. Zhang Yan, pour commencer, raconte-nous un peu ton histoire, ou plutôt ton lien avec la France. J'ai commencé à apprendre le français en 2000 et puis en 2002, j'ai passé un an à l'université de Bretagne occidentale à Brest dans le cadre d'un échange universitaire. Et après quelques années de travail au Congo-Brazzaville, je suis retournée en France en 2008 pour étudier à l'ESSEC Business School. Après avoir travaillé en France pendant un an en 2011, je suis rentrée dans la filiale de cette entreprise française à Shanghai. 4 ans plus tard, en 2015, j'ai lancé mon propre projet entrepreneurial actuel. Pendant ces 15 ans, de 2000 à 2015, mon apprentissage du français, des études à l'école de commerce et mon expérience professionnelle dans des entreprises françaises ont une influence considérable sur moi. Les valeurs françaises m'ont profondément marquée et ont, dans une certaine mesure, façonné mon style esthétique. Et aujourd'hui, de nombreux clients me disent que cette marque que je crée ont un certain style à la française. Pourquoi as-tu décidé d'être entrepreneuse? Et pourquoi créer une marque de vêtements pour enfants? En 2013, j'ai eu ma fille, ce qui m'a rappelé mes propres manques d'enfance, notamment l'absence de vêtements qui me correspondent. Chez moi, les conditions de vie étaient difficiles et mes besoins en tant qu'enfant étaient souvent ignorés. Devenant mère, j'ai réalisé qu'il n'existe pas de vêtements pour enfants qui alliaient qualité, confort et simplicité. Et je recherchais des matières agréables au toucher, des designs pratiques et respectueux. Ne trouvant pas sur le marché, j'ai compris que d'autres mamans ressentaient la même chose. Pour moi, c'était une opportunité pour monter un business.
C'est ainsi qu'à la naissance de ma fille, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat pour créer des vêtements qui répondent à ses besoins et offrir à ma famille plus de temps libre. Raconte-nous maintenant l'histoire de Natuna Kids. Cette année marque le 10e anniversaire de la création de Natuna Kids. Nous avons su nous faire une place unique sur le marché chinois dans la mode enfantine. Cela n'a rien à voir avec la taille de l'entreprise, mais tout à voir avec le fait que nous avons toujours gardé notre identité et notre essence intacte au fil des années. Nous sommes l'une des rares marques de vêtements pour enfants à utiliser des matières de haute qualité telles que le coton à fibres extra longue et le coton bio et la laine mérinos, tout en maintenant un excellent rapport qualité-prix et une très bonne réputation. Aujourd'hui, avec l'augmentation des activités de plein air des enfants, nous répondons à cette demande en lançant une nouvelle gamme de vêtements de sport tendance pour enfants. Selon toi, quelle est la différence entre le e-commerce chinois et le e-commerce américain ou français? Je pense que le commerce en ligne, quel que soit le pays, repose avant tout sur une bonne méthode de gestion, en comprenant la demande, la concurrence et les spécificités locales. Cependant, en Chine, le marché est plus vaste, la concurrence plus intense et les évolutions plus rapides. Par exemple, nous sommes présents sur 3 plateformes majeures en Chine, Taobao, Xiaohongshu et Douyin, où nous organisons des diffusions en direct quotidiennes. Pendant les saisons de forte vente, nous lançons 3 nouvelles collections par mois, avec 30 à 40 modèles à chaque fois, nécessitant une charge de travail considérable pour les équipes de design, marketing et photographie. Par exemple, cette année, nous avons organisé 47 événements sur Taobao, soit environ 1,25 événements par semaine sur une seule plateforme, pour rester visible dans un environnement où la mémoire des consommateurs est très courte et la concurrence hyper féroce. Ces événements sont essentiels pour maintenir une forte présence. À ton avis, quelle est la clé du succès de Natuna Kids? Il s'agit de rester fidèle à soi-même, tout en s'adaptant aux changements. Au cours des 20 dernières années, la mondialisation et l'urbanisation de la Chine se sont développées presque simultanément. Et ce processus a été extrêmement intense. Ce phénomène est unique au monde. Il n'est pas courant de voir 2 types de transformations aussi profondes se produire en même temps, dans un même pays. Cela crée une dynamique très différente de celle que connaissent d'autres pays. Dans l'industrie de la mode, il faut constamment observer les tendances et comprendre les évolutions de mode de vie pour s'ajuster. Cependant, il est aussi crucial de persister dans ce qui est juste, même si le marché chinois a permis un développement rapide. Se développer à un rythme naturel en préservant la qualité et l'essence de la marque est essentiel. La persévérance face à la pression est la clé du succès. Chez Natuna Kids, on pense que les vêtements peuvent être un lien. Nous avons intégré la culture chinoise dans nos créations en collaborant avec des livres illustrés traditionnels pour que les enfants découvrent cette culture tout en portant des vêtements quotidiens. Ce mélange de qualité et de culture est ce qui plaît à nos clients aussi. D'ailleurs, nous avons collaboré avec des livres illustrés chinois comme Le Roi des idiomes pour intégrer la culture traditionnelle de manière ludique et accessible dans la vie quotidienne des enfants. Un petit conseil pour les étudiants ou les futurs entrepreneurs? Je sais que beaucoup de ceux et celles qui s'abonnent à la chaîne de Lisson sont des étudiants en français. Ce que je voudrais partager, c'est qu'il faut profiter pleinement de notre maîtrise du français et de notre connaissance de la culture française. C'est une opportunité unique pour apprendre, découvrir et élargir nos horizons. Merci d'être venu. Merci à toi, Jiang, c'était super intéressant. En tout cas, pour ceux et celles qui vivent en Chine et qui veulent acheter des vêtements Natuna Kids, ils peuvent aller sur Taobao, Douyin et Xiaohongshu en tapant Natuna Kids. Yeah. C'est ça? Ok. Oui.
Bon, allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Merci, au revoir. Voilà, ainsi s'achève cette émission du Journal débridé à Shaoxing. C'est tout pour l'année 2024. Toute l'équipe du Journal débridé vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous dis à l'année prochaine. 新年快乐!